À Ranvegerif et autres, Westerbork, lundi 23 novembre 1942, 1h de l'après-midi dans le KGB des Malheurs où Eshvald est en train de me faire chauffer de la panade. Mes chéris, j'aimerais bien arriver à terminer enfin une lettre pour vous. Celle-ci est la 5e que je commence. On voit ici trop de choses et l'on éprouve trop de sentiments contradictoires pour pouvoir écrire. Du moins, moi je ne peux pas. Je ne vous envoie donc qu'un petit salut rapide et je pense que je ne tarderai pas à devoir rentrer pour me faire achever dans un abattoir de première classe. Je ne vaux rien. J'en suis très triste, il y aurait tant à faire ici. Dire que je suis ici depuis 3 jours à peine, cela semble déjà des semaines. L'endroit n'est plus aussi idyllique qu'en été. Oh non. Vous savez quoi, je m'en tiens à ce petit bonjour pour cette fois-ci. Je vais dormir avant de reprendre ma marche sans fin à travers les baraques et dans la boue. Vlichouer entre à l'instant, je lui donne cette lettre à emporter. À plus tard. Au revoir, chers tous, et pardonnez ce petit mot hâtif et griffonné, très affectueuse pensée d'Etty. À Ranvegerif et autres, Westerbork, dimanche 29 novembre 1942, dimanche soir. Peran, Kate, Hans, Maria, un simple bonjour. Vous écrire d'ici m'est impossible, non par manque de temps, mais par trop plein d'impressions. Trop de choses ici fondent sur vous à la fois. Je crois que cette seule semaine me donnerait de quoi raconter pendant 1 an sans interruption. Je suis sur la liste des permissions pour samedi prochain. Quel privilège que de pouvoir encore sortir d'ici et de vous revoir tous. Je suis heureuse de ne pas avoir pris la poudre d'escampette dès les premiers jours. De temps à autre, je me laisse retomber sur mon lit pour 1 heure et la machine repart. Vêtements, couvertures et valises sont arrivés à bon port. Les Malheurs prennent formidablement soin de moi. Il est 8h30 du soir et je me tiens une fois de plus dans leur petite pièce accueillante, une véritable oasis. À côté de moi, Vlichouer est plongé dans un livre. Malheur, sa femme et 2 amis font une partie de cartes. Le petit Eshvald, mon fidèle fournisseur de lait, assis par terre dans un coin à côté du chien Humpy, découle le manteau de Speyer pour en faire un blouson. Le frère de Sternsbach est en train d'écrire des lettres et tout à l'heure reprendra le récit de ses souvenirs en prison. Le réchaud de Tante Lé a un air familier dans son coin. On y concocte toutes sortes de bonnes choses pour la communauté. Tout ici n'est que paradoxe. Je suis pelotonnée dans un coin et j'écris par bribes. Et voici qu'entre une personne de plus, un garçon de Kattenburg qui doit partir par le convoi de demain matin, et tout cela dans une pièce de 2 mètres sur 3. Que d'histoires lugubres. Dans les grandes baraques où beaucoup s'étendent, sans drap ni couverture, sans matelas, à même les sommiers de métal, on meurt de froid. Dans les petites maisons reliées au chauffage central, une chaleur étouffante vous empêche de dormir la nuit. Je loge dans l'une de ces petites baraques d'habitation avec 5 de mes collègues, lits superposés 2 par 2. Et la nuit, les souris rongent nos lits et grignotent nos provisions. Pas vraiment le grand calme. Ce que je fais ici, au juste, je louvoie avec mes 5 malheureux gobelets de café parmi des centaines de gens. De temps à autre, je me sauve, mollement malade d'impuissance. Comme l'autre jour, lorsqu'une vieille femme était tombée en syncope dans un coin et que l'on ne trouvait pas une goutte d'eau.
la conduite étant coupée. Je suis passée de lit en lit, plongée dans un abîme de stupéfaction. Je ne comprends toujours pas que des êtres humains en viennent à se malmener de la sorte et qu'on puisse encore en parler tranquillement. Mardi prochain, j'ai rendez-vous à ce sujet avec Paul Kronheim, le Valnérien, et Maître Spire. J'aimerais bien m'atteler à la tâche dans ce domaine des nourritures spirituelles. On verra si j'obtiens quelque chose. Ici, le tableau n'est guère brillant. Vie de nomade, clochardisation, boue. Cet après-midi, j'ai visité quelques grandes baraques. Certains mioches vous donnaient l'impression de mourir à petit feu sous vos yeux. Mes enfants, ce que je vous écris n'est pas très réjouissant et pourtant, je suis contente d'être ici. La santé laisse encore un peu à désirer, quelques petits mots rôdent ici ou là. Enfin, nous verrons bien. Cette lettre mérite à peine son nom, mais j'avais gardé trop mauvaise conscience de l'unique petit mot déprimé que je vous avais envoyé. Westerbork m'a littéralement englouti. Je refais surface à la fin de la semaine. Non, d'ici on ne peut pas écrire, et l'on n'aura pas trop d'une grande partie de sa vie pour digérer cette expérience. Et c'est merveilleux de pouvoir revenir vers vous la semaine prochaine. Merci de votre lettre, Père Anne, et 1000 affectueuses pensées pour vous tous. Et à la fin de la semaine, Etty. À 2 sœurs de La Haye, Amsterdam, fin décembre 1942. Bien sûr, cette fois encore je suis revenue de la lande, chargée de diverses commissions, comme d'habitude. Une ex-soubrette soignée pour des calculs biliaires voulait avoir sa teinture pour les cheveux. Une jeune fille ne pouvait pas quitter sa chambre car elle n'avait pas de chaussures, et tant d'autres menus faits. Et puis, il y avait une mission dont j'avais promis avec empressement de m'acquitter et qui s'est mise à me peser de plus en plus. Je n'ai pas encore donné suite à la demande du docteur Herbert Kruschkal et la maladie qui m'a immobilisée n'en est pas l'unique raison. L'un des derniers soirs, avant mon départ, je suis entrée dans son petit bureau sobrement installé, où il travaillait parfois jusqu'à une heure avancée de la nuit. Il avait l'air fatigué, menu et pâle. On commençait à se sentir dans la peau d'un vieillard ces derniers mois. Cette maudite guerre finirait pourtant bien un jour. Alors on voudrait aller se réfugier un long moment dans une grande forêt pour oublier beaucoup de choses. Et puis l'on aimerait bien aller visiter Malaga ou Séville, car à l'endroit où l'on voudrait conserver le souvenir de ces deux villes, on avait encore une place vide. Nous en vîmes subitement à ces 2 sœurs de La Haye, l'une blonde et l'autre brune, je ne le sais plus exactement, mais demanda-t-il lorsque je serai de nouveau en congé à Amsterdam, est-ce que je voudrais bien leur écrire à ma manière pour leur parler de la vie à Westerbork. Oui, dis-je, croyant comprendre. Il est certainement indispensable de garder le contact avec l'arrière. Votre ami Herbert Kruschkal était presque indigné. L'arrière? Mais ces 2 femmes représentent pour nous beaucoup plus que l'arrière. Elles sont une part de notre vie. Et dans la tristesse de ce petit bureau nu, tandis que la soirée s'avançait, il me parla de vous avec un enthousiasme si communicatif que j'accédais volontiers à sa demande et acceptais de vous écrire. Mais, pour être franche maintenant, je suis bien ennuyée. Que vous dire de la vie à Westerbork? J'y suis venue la première fois dans l'été. Jusqu'à ce moment-là, tout mon savoir sur la Drôme se résumait à ceci. On y voyait beaucoup de dolmens. Et voilà. J'y trouvais soudain un village de baraques en bois serti entre ciel et lande, avec en son milieu un champ de lupins d'un jaune éblouissant, et des barbelés tout autour.
Il y avait là des vies humaines à ramasser par brassées. À dire vrai, je ne m'étais jamais douté que sur cette lande de Drenthe, des émigrés allemands étaient détenus depuis 4 ans. Les premiers jours, je parcourais le camp comme on feuillette un livre d'histoire. En un mot, on avait l'impression de voir matérialiser devant soi un peu du destin, du chiksal juif des 10 dernières années. Durant cet été 1942, c'était il y a des années, nous semble-t-il, les premiers occupants du camp ont assisté avec stupéfaction à la déportation massive des Juifs de Hollande vers l'est de l'Europe. Un soir d'été, j'étais en train de manger ma ration de choux rouges en bordure de ce champ de lupin tout jaune et je déclarais d'un ton méditatif et inspiré: Il faudrait écrire la chronique de Westerbork. À ma gauche, un homme d'un certain âge, lui aussi mangeur de choux rouges, répondit: Oui, mais il faudrait être un grand poète. Il avait raison. Il faudrait être un grand poète. Les récits journalistiques ne suffisent plus. Toute l'Europe se change peu à peu en un immense camp. Si nous nous bornons à nous rapporter mutuellement les faits nus, familles dispersées, bien pillées, libertés confisquées, nous risquons la monotonie. Je me demande d'ailleurs combien il restera de gens à l'extérieur si l'histoire continue encore longtemps le cours où elle s'est engagée. Vous voyez bien, j'en étais sûre. Ma description de Westerbork est mal partie. Dès le début, je m'enlise dans des considérations générales. On s'avise en effet que les matières premières de la vie, si j'ose dire, sont partout les mêmes, et qu'en n'importe quel endroit de cette terre on peut donner sens à sa vie, ou alors mourir, que la grande ours brille avec la même rassurante fixité au-dessus d'un trou perdu ou d'une grande ville, et que par conséquent l'ordre de l'univers ne semble nullement perturbé. Je voulais dire en fait ceci: je ne suis pas poète. Et de surcroît, je me sens assez désemparée devant cette promesse faite au docteur Herbert Truszkalka, si chargé d'émotion que soit pour nous le nom de Westerbork, ce nom qui continuera à résonner dans nos vies jusqu'à la fin de nos jours. Je serais aujourd'hui encore bien en peine de savoir exactement ce que vous en dire. Mais le lendemain de cette soirée, je le rencontrai dans l'étroit passage pavé entre les baraques 14 et 15. Vous penserez à ce que je vous ai demandé, n'est-ce pas? Et je vous assure, ce sera pour vous très enrichissant que de faire la connaissance de ces deux sœurs. Et voilà pourquoi je me retrouve, beaucoup plus tard que prévu, devant quelques feuilles de papier blanc. Oui, Westerbork. Il n'y avait ici pas un papillon, pas une fleurette, pas le moindre vermisseau m'assure tout exciter les anciens résidents du camp. Et à présent, je vous donne au hasard un extrait de l'inventaire. Il y a un orphelinat, une synagogue, une morgue et une fabrique de semelles en pleine expansion. J'ai entendu parler de la construction d'un asile d'aliénés, le complexe des baraques hospitalières qui s'étend continuellement compte déjà 1000 lits d'après les derniers chiffres que je connaisse. Il y a une salle de théâtre qui, dans un passé glorieux où la notion de convoi restait à inventer, a servi de cadre à un Shakespeare affreusement mutilé. Aujourd'hui, la même scène est occupée par des bureaux et des machines à écrire. Il y a de la boue, tant de boue, qu'il faut avoir un soleil intérieur accroché entre les côtes si l'on veut éviter d'en être psychologiquement victime. Les barbelés ne sont qu'une question de point de vue. De temps à autre, on rencontre des gens au visage ou aux mains couverts d'égratignures. Le soir, on entend parfois des coups de feu claquer sur la lande, comme ce jour où un aveugle en s'égarant s'était un peu trop approché des barbelés.
Vous pensez si l'on se bouscule sur ce demi-kilomètre carré, car tout le monde n'est pas bien sûr comme cet homme qui monta dans le train de son propre mouvement et qui répondit au questionneur qu'il voulait être libre de partir quand bon lui semblait à lui. Cela m'a fait penser à ce juge romain qui disait à un martyr: Sais-tu que j'ai le pouvoir de te tuer? Et l'autre? Mais savez-vous que j'ai le pouvoir d'être tué? Mais le quota doit être rempli, et le train aussi. Ce train qui vient chercher sa cargaison avec une régularité presque mathématique. On se dit certains jours qu'il serait plus simple de partir soi-même une fois pour toutes en convoi. Mon stylo ne dispose pas d'accent assez grave pour vous donner une idée tant soit peu fidèle de ces convois. Mais ensuite, quand on revient parmi les hommes, on s'aperçoit que partout où il y a des hommes, il y a la vie, et que la vie est toujours là dans ses innombrables nuances, avec un rire ou une larme, pour parler comme les romans populaires. Lors des premiers convois de rafles, en voyant arriver des gens en pantoufles et en sous-vêtements, tout Westerbork, en un mouvement unanime d'effroi et d'héroïsme, s'est dépouillé jusqu'à sa dernière chemise. Et l'on a tenté, dans une coopération parfois admirable avec l'arrière, de fournir aux partants le meilleur équipement possible. Il en faut beaucoup pour nous effrayer, entendait-on dire à beaucoup d'entre eux. Si nous en avons réchappé, nous nous sortirons aussi de cette nouvelle épreuve. Il y avait de tout jeunes enfants qui refusaient une tartine tant que leur père et leur mère n'étaient pas servis. Nous avons vécu une journée étrange lorsqu'un transport nous amena des catholiques juifs ou des juifs catholiques, comme on voudra, nonnes et moines portant l'étoile jaune sur leur habit conventuel. Un jeune juif s'arrêta devant nous, il flottait dans sa veste, mais un indestructible sourire moqueur perça à travers le maquis noir de sa barbe lorsqu'il nous dit: Ils ont fait mine de casser le mur de la prison avec ma caboche, mais elle était plus dure que le mur. Parmi la foule des têtes rasées se détachaient curieusement de celles bandées de blanc, des femmes traitées contre les poux à la baraque de désinfection et qui avaient un air de honte et de chagrin sur le visage. De petits enfants s'endormaient sur le plancher poussiéreux ou jouaient à la guerre entre les jambes des grandes personnes. De tout petits volaient sans défense autour du corps massif d'une femme étendue sans connaissance dans un coin. Ils n'y comprennent rien. Leur mère reste couchée sans un geste et ne leur répond pas. Plus tard, quelqu'un m'a raconté que le soir même, il a vu un groupe de religieux s'avancer dans la pénombre entre deux baraques obscures en disant leur chapelet aussi imperturbable que s'ils avaient défilé dans le cloître de leur abbaye. Et n'est-il pas vrai que l'on peut prier partout, dans une baraque en planche aussi bien que dans un monastère de pierre et plus généralement en tout lieu de la terre où il plaît à Dieu, en cette époque troublée, de jeter ses créatures? Ceux qui jouissent du privilège exténuant pour les nerfs de pouvoir rester à Westerbork jusqu'à nouvel ordre sont exposés à un grave danger moral, celui de l'accoutumance et de l'endurcissement. La somme de souffrance humaine qui s'est présentée à nos yeux durant les derniers mois et continue à s'y présenter chaque jour dépasse largement la dose assimilable par un individu durant la même période. Il me semble qu'il y a là un grave danger. Il se passe des choses que notre raison autrefois n'aurait pas cru possibles. Je crois qu'à chaque événement correspond chez l'homme un organe qui lui permet d'assimiler cet événement. Si nous ne sauvons des camps que notre peau et rien d'autre, ce sera trop peu. Ce qui importe en effet, ce n'est pas de rester en vie coûte que coûte, mais comment l'on reste en vie. Je sais, ce n'est pas si simple, mais pour nous juifs, moins encore que pour d'autres. Mais si au dénuement général du monde d'après-guerre,
nous n'avons à offrir que nos corps sauvés au sacrifice de tout le reste. Et non ce nouveau sens jaillit des plus profonds abîmes de notre détresse et de notre désespoir. Ce sera trop peu. Mais la souffrance, sous quelque forme qu'elle nous touche, n'appartient-elle pas, elle aussi, à l'existence humaine? Je m'aperçois tout à coup que j'ai très largement dépassé les limites du service que votre ami Herbert Puschkal m'avait innocemment demandé. Je devais vous parler de la vie à Westerbork, non vous exposer mes idées personnelles. Je n'y puis rien, cela m'a échappé. Mais les vieilles gens, tous ces vieillards usés, ces infirmes, à quoi bon leur jeter à la face mes principes philosophiques? De toute l'histoire de Westerbork, le chapitre le plus triste sera sûrement celui consacré aux personnes âgées. Mais avez-vous jamais entendu parler de vieillards de 87 ans, brandissant pour seule arme la canne blanche des aveugles? Et nous restions plantés là, plutôt pantois pour tout vous dire. Nous avions déjà pris le pli et, à chaque nouveau convoi, nous nous demandions le plus naturellement du monde: y avait-il beaucoup de vieillards et d'infirmes cette fois? Une petite vieille avait oublié ses lunettes et sa fiole de pilules sur la cheminée à la maison. Comment faire pour les récupérer, demanda-t-elle, et d'ailleurs, où se trouvait-elle exactement et où l'emmenait-on? Une vieille femme de 90 ans s'accrochait à ma main avec tant de force que j'ai cru qu'elle ne la lâcherait jamais. Et ce petit monsieur de 79 ans, 52 ans de mariage, me dit-il. En l'espace de quelques mois, la population de Westerbork, grossie d'alluvions diverses, est passée de 1000 à environ 10 000 personnes. La grande détresse, la détresse criante de Westerbork ne commence vraiment que dans ces immenses baraques élevées à la hâte, dans ces hangars de planches disjointes bourrées de cargaisons humaines. Sous le ciel bas, des centaines de personnes font sécher du linge. Les chalits de fer s'entassent sur 3 niveaux. Ces chalits, on y vit, on y meurt, on y mange, on y est cloué par la maladie. On y passe des nuits sans sommeil à écouter les enfants qui pleurent, à ressasser toujours la même question. Pourquoi ne reçoit-on à peu près aucune nouvelle des milliers et des milliers de gens qui sont partis d'ici? Sous les lits aux montants de fer s'empilent des valises et pendent des sacs à dos, pas d'autre place disponible. Disséminés dans l'immense salle, quelques poêles dispensent juste assez de chaleur pour les petites vieilles qui s'agglutinent autour d'eux. Comment fera-t-on pour passer l'hiver? Nous nous posons encore la question. Mais les voilà, tout tremblants et dépaysés, sur cette scène nue et ouverte aux 4 vents qui s'appelle Westerbork. Ce long bavardage vous a peut-être induite à supposer que je vous ai effectivement donné une description de Westerbork. Mais lorsque j'évoque à part ce camp avec toutes ses facettes, son histoire mouvementée, son dénuement matériel et moral, je sens que j'ai lamentablement échoué. Et de surcroît, il s'agit d'un récit très subjectif. Je conçois qu'on puisse en faire un autre plus habité par la haine, l'amertume et la violence. Cependant, l'absence de haine n'implique pas nécessairement l'absence d'une élémentaire indignation morale. Au camp, j'ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rend plus inhospitalier encore, et je pense avec une naïveté puérile mais tenace que si cette terre redevient un jour tant soit peu habitable, ce ne sera que par cet amour dont le juif Paul a parlé jadis aux habitants de Corinthe au 13e chapitre de sa première lettre.
Mariette, ne soyons pas trop matérialistes. Quelques jours de plus ou de moins que nous ayons eu ou non le temps de nous voir, c'est dommage, mais au fond des choses, cela ne change rien entre nous, n'est-ce pas? J'aurais pourtant aimé te voir, mais l'occasion s'en représentera, j'en suis absolument certaine. Il est tard, je ne peux te dire comme je suis fatiguée. Tu demandes à lire mon journal, parce que c'est toi, je laisse ici un de ces malheureux cahiers. On y trouve vraiment n'importe quoi, petite indiscrète. Si jamais tu es triste, épanche donc ton âme sur un chiffon de papier et envoie-le tout à Haïti. Je te garantis qu'elle te répondra. Mon Dieu, quel travail de remplir ce sac à dos. Je ne prends pas congé de toi car nous ne nous séparons pas vraiment. Je te souhaite 1000 bonheurs, ma chérie. Etty. Anne, Wegerif et autres, Westerbork, lundi 7 juin 1943. Westerbork, mardi 8 juin 1943. Anne, Wegerif et autres, Westerbork, mardi 29 juin 1943. À Johanna et Klaas Melik et autres, Westerbork, samedi 3 juillet 1943. À Christine Van Houten, Westerbork, le 31 juillet 1943. À Maria Twinsing, Westerbork, juin 1943. Mariette, écris donc un petit mot à Haïti pour lui donner de tes nouvelles. Es-tu gaie, es-tu triste? Cours-tu à droite et à gauche ou goûtes-tu la paix du foyer? Que dit Ernst? Que dit Amsterdam? Que fait Père Anne? Kate ne se couche-t-elle pas trop tard? Moi, je marche dans la boue entre des baraques de bois, mais en même temps j'arpente les couloirs de cette maison qui m'a abritée pendant 6 ans. Je suis installée en cet instant précis à une table encombrée dans une petite salle pleine de brouhaha, et en même temps je suis assise à mon cher bureau toujours en désordre. Je vois ici beaucoup de gens qui disent « Nous ne voulons rien nous rappeler d'avant, sinon la vie au camp nous deviendrait impossible. » Et moi, je vis justement si bien parce que je n'oublie rien de cet avant, qui n'en est d'ailleurs même pas un pour moi, que je continue sur ma lancée. Je suis aux anges, Maria. On vient de m'attribuer aujourd'hui 4 baraques hospitalières, une grande et 3 petites. Je suis chargée de vérifier si les malades ont des vivres ou des bagages à faire venir de l'arrière. Ce qui est merveilleux, c'est que désormais je puis accéder librement à tout le complexe hospitalier et à n'importe quelle heure du jour ou presque. Et oui, mes enfants, me revoilà. Je poursuis mon babillage sur un petit bout de papier de rencontre. Je viens de quitter mon cher papa. Il est en train de vivre des moments historiques. Il vient de manger une assiette de choux. Et ce matin, il a même bu du lait. Lui qui avait toujours proclamé plutôt la Pologne qu'un verre de lait. Son voisin est un Russe. Un colosse angélique qui guide chacun de ses gestes maladroits et qui siffle la nuit lorsqu'il ronfle trop fort. 400 pensionnaires de l'hôpital doivent faire partie du prochain convoi, dit-on. C'est un vrai calvaire de traverser toutes ces baraques, surtout celles où sont alitées toutes ces petites vieilles. Chacune s'accroche à vous et vous supplie. Je ne suis pas du nombre, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison. Ou bien, ils ne vont tout de même pas nous chasser d'ici. Et le sempiternel, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi? À l'instant, la femme qui fait le ménage chez Corman me dit « Vous êtes toujours aussi radieuse. » Personnellement, je vais ici aussi bien que jamais et que partout ailleurs. Certes, de temps à autre, je me sens un peu
fatiguée et brisée, étourdie de soucis, mais ce sont ceux de chacun ici, et pourquoi ne les partagerait-on pas fraternellement pour les porter ensemble? Je passe ici beaucoup de bons moments. Mechanicus, avec qui je fais des promenades sur l'étroite bande de terre aride entre fossés et barbelés, me lit chaque jour ce qu'il a glané depuis le matin. On noue ici des amitiés qui suffiraient à enrichir plusieurs vies. Je regrette d'avoir si peu le temps de vous écrire. J'aurais tant à raconter que j'emmagasine pour plus tard. Oui, plus tard. Et maintenant, il est l'heure d'attaquer le chou cavalier, un des classiques gastronomiques de ce camp. Mes parents étant ici, je fais évidemment partie de ceux qui veulent rester au camp coûte que coûte. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Chacun ou presque a de la famille au camp qu'il espère pouvoir protéger aussi longtemps que possible. D'où ce paradoxe. Alors que tout le monde ici donnerait ce qu'il a de plus cher pour quitter Westerbork, quelques-uns d'entre nous vont en être expulsés de force. La plus grande agitation règne, et malgré tout, on en revient toujours à la même constatation. Par essence, la vie est bonne, et si elle prend parfois de si mauvais chemins, ce n'est pas la faute de Dieu, mais la nôtre. Ceci reste mon dernier mot, même si l'on m'envoie en Pologne avec toute ma famille. Bon, il est temps de me mettre en quête de maman et de Micha. Au revoir. Etty. Dernière étape. Je suis assise sur ma valise dans notre petite cuisine. Les autres pièces sont si pleines qu'on n'y ferait pas tenir un chat. Mais passons aux détails pratiques. Je joins quelques tickets de pain. Cela dérangerait-il beaucoup Franz que vous l'appeliez pour lui demander d'envoyer un peu de sanovite? Au fait, Franz est-il toujours là? Maman ne mange presque rien. Elle supporte très mal le pain d'ici. Je serais contente de pouvoir lui donner de temps en temps un peu de sanovite. Cela ne vous ennuie pas trop, dites-moi que je vous importune de la sorte. J'espère que les tickets de savon ne sont pas périmés, j'avais encore oublié de les envoyer. Ici, je fais la lessive moi-même dans un baquet devant la maison et nous étendons le linge sur un fil. Système un peu primitif mais qui marche. C'est curieux. Depuis ce dernier transport de rafle, je n'ai plus faim, plus sommeil, plus rien. Pourtant, je me sens très bien. On centre à tel point son attention sur les autres que l'on s'oublie soi-même. Et c'est fort bien ainsi. Mine voudra bien transmettre mes amitiés à Millie Hortman, à qui j'écrirai dès que je pourrai. Espérons qu'on arrivera à faire sortir Micha de Westerbork. Le séjour ici ne lui vaudrait rien à la longue. Mais tant que ses parents ne seront pas en sécurité, il n'y aura rien à tirer de lui. J'arrête ici cette relation éprouvante pour vos yeux. Un salut à tous ceux qui me sont si chers. Vous savez qui? Etty. Post scriptum. Voudriez-vous m'envoyer quelques timbres la prochaine fois? À Johanna et Clash Melik et autres, Westerbork, samedi 3 juillet 1943. Jopi, Clash, cher ami, juché sur mon chalit au 3e étage, je vais me hâter de déchaîner une petite bacchanale épistolaire tant qu'il en est encore temps. Dans quelques jours, la barrière tombera sur notre libre correspondance, je deviendrai résidente du camp et n'aurai plus droit qu'à une lettre par quinzaine que je devrai remettre ouverte. Et j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Ai-je vraiment pu écrire une lettre qui vous a donné à penser que je perdais courage? J'ai peine à le croire. Il y a des moments, c'est vrai, où l'on pense ne pas pouvoir continuer,
Pourtant, on continue toujours. Le paysage autour de vous paraît soudain changer, un ciel bas et lourd pèse sur vous. Votre sentiment de la vie est bouleversé et vous avez soudain un cœur gris, vieux de 1000 ans. Mais il n'en va pas toujours ainsi. L'être humain est une créature étonnante. On vit ici dans une misère indescriptible. Dans les grandes baraques, on vit vraiment comme des rats dans un égout. La semaine dernière nous est arrivé en pleine nuit un convoi de prisonniers, visages cireux et diaphanes. Jamais je n'ai vu sur des visages autant de fatigue et d'épuisement que cette nuit-là. Des litières de papier sur le sol pour les malades, pour le reste des wagons nus avec un tonneau au milieu et 70 personnes debout dans un fourgon fermé. Je me demande combien arrivent vivants, et mes parents se préparent à l'un de ces convois. Avec papa, je me suis promenée l'autre jour en luttant contre une espèce de vent de sable. Il est charmant comme toujours et montre un beau stoïcisme. Il m'a dit d'un ton aimable et tranquille avec détachement « En fait, je préférerais partir en Pologne au plus tôt. J'en aurai plus vite fini, j'y passerai en 3 jours. Cela n'a plus aucun sens de prolonger cette existence dégradante. Et pourquoi ce qui arrive à des milliers d'autres me serait-il épargné ?» Puis nous nous sommes amusés de ce paysage de circonstances. Un vrai désert, malgré des lupins mauves, des œillets des prés et de gracieux oiseaux qui ressemblent à des mouettes. Les Juifs au désert. Il y a longtemps que nous connaissons ce paysage. Cela vous pèse parfois bien lourd, voyez-vous. Un petit papa si gentil et qui par moments serait prêt à renoncer. Mais ce sont des sautes d'humeur. Il y a aussi d'autres moments où nous rions ensemble et nous étonnons d'une foule de choses. Je voulais seulement vous dire, oui, la détresse est grande. Et pourtant, il m'arrive souvent le soir, quand le jour écoulé a sombré derrière moi dans les profondeurs, de longer d'un pas souple les barbelés, et toujours je sens monter en moi, je n'y puis rien, la même incantation. La vie est une chose merveilleuse et grande. Après la guerre, nous aurons à construire un monde entièrement nouveau, et à chaque nouvelle exaction, à chaque nouvelle cruauté, nous devrons opposer un petit supplément d'amour et de bonté à conquérir sur nous-mêmes. Nous avons le droit de souffrir, mais non de succomber à la souffrance. Si nous survivons à cette époque indemne de corps et d'âme surtout, sans amertume, sans haine, nous aurons aussi notre mot à dire après la guerre. Je suis peut-être une femme ambitieuse, j'aimerais bien avoir un tout petit mot à dire. Un être humain ne reçoit peut-être pas plus de souffrance à endurer qu'il ne le peut, et si la limite est atteinte, il meurt de lui-même. Il y a ici parfois des gens qui meurent d'avoir l'esprit brisé parce qu'ils ne saisissent plus le sens de leurs épreuves, des gens jeunes. Les vieux, les très vieux s'enracinent encore en un sol plus puissant et acceptent leur sort avec dignité et stoïcisme. Ah, on voit ici tant de gens différents et l'on surprend leur attitude face aux questions les plus ardues, aux ultimes questions. La vie que je mène ici n'entame guère mon capital d'énergie. Le physique se délabre bien un peu et l'on tombe parfois dans des abîmes de tristesse, mais dans le noyau de son être, on devient de plus en plus fort. Je voudrais qu'il en fût de même pour vous et pour tous mes amis. Il le faut.
Nous avons tant à vivre et à faire ensemble. Et surtout, ne soyez pas triste ou désespérés en pensant à moi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Par cela, mon seul souhait est de vous savoir bien portant et que le moral soit bon. Envoyez-moi de temps en temps un tout petit mot de rien du tout. Très, très affectueuse pensée. Etty. À Han Wegerif et autres, Westerbork. Lundi 5 juillet 1943, vendredi 9 juillet 1943. Essayons tout de même de produire une lettre d'un coup de baguette magique. Demain ou après-demain, si je n'ai plus le droit d'écrire, je regretterai de ne pas l'avoir fait maintenant. Dure journée aujourd'hui. Un convoi part demain matin. Hier soir, j'apprends que mes parents sont sur la liste des partants. Herman B. me le chuchote à l'oreille au moment même où je bavarde tranquillement avec papa assise au bord de son lit. Penreb a été emmené récemment. On n'a pas le droit de s'attacher trop fortement ici. À l'instant, je suis retournée voir papa qui lisait un petit roman français, l'air assez content. Il ignore qu'il n'est pas encore rayé de la liste. L'envie me prend parfois de faire en douce mon pactage et de monter dans un de ces convois en partance pour l'Est. Mais que voulez-vous? On ne doit pas non plus céder à la facilité. Mardi matin, il est 10 heures. Depuis 6 heures du matin, on s'affaire à charger les wagons de marchandises. Le train est prêt à partir. J'avais confié mes parents à l'œil vigilant de Corman et à la garde, conseil juif qui m'assurait que cette fois, les choses allaient s'arranger. Le cas de Mechanicus est resté douteux jusqu'à la dernière minute. Je l'ai aidé à empaqueter ses affaires. J'ai recousu quelques boutons à son costume. Il m'a dit, entre autres choses, ce camp m'a rendu plus indulgent. Tous les hommes sont devenus égaux à mes yeux, ce sont tous des brins d'herbe qui plient sous la tempête, qui se couchent sous l'ouragan. Plus tard, j'ai passé ma main dans les cheveux presque blancs de mon père qui me disait « Si je reçois mon ordre de marche, je ne le prendrai pas au tragique. Je partirai tout tranquillement. » On reçoit son ordre en pleine nuit, quelques heures avant le départ du convoi. À présent, il est 11 heures, je vais à l'hôpital où je trouverai beaucoup de lits vides. Une journée comme celle d'hier vous tue, et la semaine prochaine, le même cirque recommence. Etty. Jeudi après-midi. Bonjour, voilà une demi-heure que je m'exhorte dans mon demi-sommeil à continuer enfin cette lettre. Chaque jour de correspondance est un jour de gagné. On ne nous a pas encore signifié définitivement à quelle date nous n'aurions plus le droit d'écrire, c'est pourquoi je griffonne encore un peu. J'ai la main droite bandée à cause de ce maudit eczéma et cela rend mon écriture encore plus illisible que d'habitude. Aux dernières nouvelles reçues ce matin, il semblerait que ma famille puisse rester ici. Hier, on s'attendait plutôt au contraire. Je peux vous écrire un peu de tout et en désordre, n'est-ce pas? Jopi, qui se sent malade comme un chien, est vidé en ce moment, et sa petite sœur d'armes, Etty, sont restés cet après-midi un bon quart d'heure à contempler un de ces oiseaux noirs et argent suivre son vol parmi les puissants nuages bleus sombres gorgés de pluie et soudain nous avons eu le cœur un peu moins lourd. Ici, l'on pourrait écrire des contes. Cela vous paraît peut-être étrange, mais si l'on voulait donner une idée de ce camp, le mieux serait de l'écrire sous forme de conte. La détresse ici a si largement dépassé
la réalité, qu'elle en devient irréelle. Parfois, je marche toute seule dans le camp, en riant de situations totalement grotesques. Il faudrait être un très grand poète pour pouvoir les décrire. J'y arriverai approximativement d'ici une dizaine d'années. Le soir, au milieu des contes, le lendemain matin, on mène ici une vie vagabonde. Oui, c'est vrai, il y a dans la nature des lois très miséricordieuses, à condition du moins que nous ne perdions pas le sens de leur rythme. Je ne cesse de l'observer sur moi-même. Quand on est parvenu aux limites extrêmes du désespoir et que l'on se croit incapable de continuer, le fléau de la balance rebondit dans l'autre sens, et l'on se sent de nouveau capable de rire et de prendre la vie comme elle vient. Quand pendant de longues périodes on est en proie à l'accablement le plus lourd, on peut ensuite et sans transition s'élever au-dessus de toute cette misère terrestre au point de se sentir léger et libéré comme jamais encore dans sa vie. Je vais de nouveau très bien alors que quelques jours durant c'était assez désespéré. L'équilibre se rétablit toujours. Ah, mes enfants, un monde bien surprenant. Ici, une vraie maison de fous. De quoi avoir honte pendant 3 siècles au moins. Le camp doit expulser un grand nombre de gens par le prochain convoi et, le soir, on se retrouve dans la salle d'enregistrement où Max Ehrlich, Shaya Goldstein, Willy Rosen et d'autres donnent un spectacle de cabaret. Au premier rang, le commandant et ses invités, derrière lui le professeur Cohen, salle pleine à craquer. On rit aux larmes, oui, aux larmes. Mit alten Herren, ihr Mägdelein, soll man stets nett und liebreich sein, denn 70 Jahre vergehen so bald, ihr werdet auch mal alt. Jeder, der heute 70 Jahre, vor 50 Jahren 20 war, und war verliebt mal zu seiner Zeit, genauso wie ihr heut. Das klingt, als wenn's ein Märchen wär, doch Kinder, glaube. Il faut que je me décide à terminer cette lettre, sinon je n'aurai plus le droit de vous l'envoyer. Aussi invraisemblable que cela puisse vous paraître, ce qui se passe à l'extérieur me rend parfois beaucoup plus triste que ce champ de bataille où je suis. Je me souviens d'un déjeuner avec Joan Brower. C'était un esprit subtil et voilà qu'on me chasse d'ici. Au revoir. Maria Twinsing Westerbork, mardi 10 juillet 1943. Maria, bonjour. Des dizaines de milliers de gens ont quitté ces lieux, habillés ou nus, vieux ou jeunes, malades ou bien portants, et j'ai continué à vivre et à travailler en toute sérénité. Ce sera à bientôt le tour de mes parents de quitter ce camp. Si par miracle ce n'est pas cette semaine, ce sera l'une des semaines à venir. Cela aussi, je dois apprendre à l'accepter. Misha veut partir avec eux et il me semble après tout que cela vaut mieux. S'il reste ici et les voit s'en aller, sa raison en sera ébranlée. Moi, je ne pars pas. Je ne peux pas. Il est plus facile de prier de loin pour quelqu'un que de le voir souffrir à vos côtés. Ce n'est pas la peur de la Pologne qui m'empêche de partir avec mes parents, mais la peur de les voir souffrir. Une forme de lâcheté quand même.
Les gens ne veulent pas l'admettre, mais un moment vient où l'on ne peut plus agir. Il faut se contenter d'être et accepter. Et cette acceptation, je la cultive depuis bien longtemps, mais on ne peut le faire que pour soi, jamais pour les autres. C'est pourquoi ma situation est si désespérante en ce moment. Maman et Micha s'entêtent à vouloir agir, à remuer ciel et terre, et je suis impuissante à les assister. Je ne puis rien faire. Je n'ai jamais rien pu faire. Je ne puis qu'accepter et souffrir. Et c'est toute ma force, et c'est une grande force, et pour moi, pas pour les autres. On a refusé le transfert à Bemelveld pour mes parents, nous l'avons appris hier. On a ajouté qu'ils devaient se tenir prêts pour le convoi de mardi prochain. Micha veut voir le commandant du camp pour le traiter d'assassin. Il faudra le surveiller de près ces jours-ci. Papa est apparemment très calme, mais ici, dans cette grande baraque, il se serait effondré au bout de quelques jours si je ne l'avais fait entrer à l'hôpital où la vie lui est d'ailleurs devenue à peu près insupportable. Il est complètement perdu, incapable de se débrouiller seul. Je fais fausse route avec toutes mes prières. En priant pour les autres, je le sais, on peut demander qu'ils trouvent la force de traverser victorieusement les épreuves, mais c'est toujours la même prière qui me monte aux lèvres. Seigneur, abrège leur souffrance. Et c'est pourquoi je suis paralysée dans mes actes maintenant. J'aimerais m'occuper de leur bagage avec tout le soin possible, mais en même temps je sais qu'ils leur seront enlevés à l'arrivée. Nous en avons ici des indices de plus en plus sûrs. Alors, à quoi bon tout ce tintouin? Ceci est la dernière lettre que je puisse écrire librement. Cet après-midi, on nous enlèvera notre carte d'identité. Dorénavant, nous serons des résidents. À Christine Van Houten, le 31 juillet 1943, transmis par Maria Twinsing dans une lettre à Christine Van Houten datée du 31 juillet. Wageningen, 31 juillet 1943. Chère mademoiselle Van Houten, Etty Ilsum de Westerbork me demande de recopier à votre intention les lignes suivantes. Les mots me manquent tout simplement pour dire à quel point nos amis, y compris les collègues de papa, nous gâtent. J'en suis parfois presque gênée. Papa est un gitan impavide, juste une petite dépression de temps en temps, mais il reprend toujours le dessus. Il passe ses jours avec une demi-douzaine de petites bibles en grec, en français, en russe, et me surprend à tout moment de la journée par des citations parfaitement appropriées. La veille du convoi dont il était certain de faire partie, il était parfaitement calme, lisait Homère avec des petits malades de l'hôpital et devisait avec d'anciens camarades d'études retrouvés ici et devenus dans l'intervalle des rabbins aux cheveux gris. Un ami inoubliable, dont la fin paisible me remplit encore chaque jour de gratitude, m'a appris à temps cette grande leçon de Matthieu 24. Ne vous inquiétez pas de demain, demain s'inquiétera de lui. À chaque jour suffit sa peine. C'est la seule attitude qui vous permette d'affronter la vie d'ici. Aussi, est-ce avec une certaine tranquillité d'âme que chaque soir je dépose mes nombreux soucis terrestres aux pieds de Dieu? Pour nous, je crois, il ne s'agit déjà plus de vivre, mais plutôt de l'attitude à adopter face à notre anéantissement. À Maria Twinsing, Westerbork, samedi 7 août. Dimanche 8 août 1943. Maria, petite amie, ce matin il y avait un arc-en-ciel au-dessus du camp, et le soleil brillait dans les flaques de boue. La fin est proche. L'édifice s'effondre, disait à l'instant un vieux professeur tout ratatiné, mais partout le moral est au beau fixe.
Entre les chalis de fer et les haillons qui sèchent, c'est une floraison de sonorités italiennes. Hier, nous avons eu la visite d'un général. On nous a obligés à nous lever à l'aube. Pour ma part, sans abri, j'ai erré quelques heures dans la boue. Un gros crapaud en uniforme vert est passé entre les baraquements. Ce devait être ça, le général. Et gare aux étoiles décousues. Mon père malade est alité dans une sorte de porcherie avec 130 autres personnes. Les bas-fonds, dit-il en ricanant. Il ricane beaucoup. Il faut une santé de fer pour survivre à cet hôpital, dit papa. Malade, on n'y arrive certainement pas. Papa a un humour fondamental qui s'approfondit et pétille, d'autant plus que le grotesque processus de clochardisation où il est engagé prend des proportions plus catastrophiques. Il ne voit pas encore, mon Dieu, que tout ici est sable mouvant, à part toi. Cela m'a échappé. Le vent s'engouffre dans la baraque et il y fait froid. Plusieurs carreaux sont cassés et en même temps, on manque d'air et cela sent mauvais. Beaucoup ici sentent dépérir leur amour du prochain parce qu'il n'est pas nourri de l'extérieur. Mais pour ma part, je ne cesse de faire cette expérience intérieure. L'amour du prochain est comme une prière élémentaire qui vous aide à vivre. Ah, Maria, il règne ici une certaine pénurie d'amour et moi, je m'en sens si étonnamment riche. Je serais bien en peine de l'expliquer aux autres. À Christine Van Houten, dimanche 8 août 1943. Chère Christine, un petit bonjour du fond du cœur au nom de toute la famille. Veux-tu faire suivre les feuillets 6 juin à mademoiselle Maria Twinsing chez monsieur Wegerif? Elle t'a apporté une fois une tasse de café un dimanche matin que tu étais à mon chevet et que nous parlions du livre d'heures. Te rappelles-tu? Ce même livre d'heures est à présent glissé sous mon oreiller avec ma petite Bible et c'est vrai, ces paroles d'Isaïe sont admirables et consolatrices. Elles vous donnent une secrète paix intérieure qui dépasse tous les efforts de la raison. Au revoir, Etty. À Maria Twinsing, Westerbork, mercredi 11 août 1943. Plus tard, quand j'aurai cessé d'avoir pour domicile un chalis de fer sur un bout de terre enclos de barbelés, j'aurai une lampe au-dessus de mon lit pour être entourée de lumière en pleine nuit chaque fois que je le voudrai. Dans mon demi-sommeil tourbillonnent des pensées et des histoires légères et diaphanes comme des bulles de savon. Je voudrais les capter sur une feuille blanche. Le matin, je me réveille enveloppée de ces histoires. C'est un réveil somptueux, tu sais. Parfois, cependant, s'amorce un petit épisode de notre calvaire. Nulle part ici, on ne peut s'asseoir au calme. Je marche parfois pendant des heures pour un coin tranquille. Cette nuit, Jopi a eu un fils. Il s'appelle Benjamin et dort dans le tiroir d'une commode. Ils ont trouvé le moyen de mettre un fou à côté de mon père. Ah, tu sais, quand on n'a pas en soi une force énorme, alors on a tout lieu de sombrer ici dans le désespoir. J'aurais noirci cette page en 10 endroits différents à ma table de télégraphiste. Demain matin, Jopi va à Amsterdam. Pour la première fois depuis plusieurs mois, malgré toute ma discipline, je sens un petit pincement au cœur à l'idée que les barrières du camp ne se lèveront plus devant moi. Mais quoi, chacun aura son heure. Je vais remettre cette lettre à Jopi. Demain matin, je l'accompagnerai au poste de garde. Il prendra le chemin d'Amsterdam et moi, celui des baraques. Oh, mes enfants, au revoir, Etty. À Enid Tillman, Westerbork, mercredi 18 août 1943. Chère petite Tid, cet après-midi, je me reposais sur mon chalis et tout à coup, l'impulsion m'est venue de noter ceci dans mon journal. Je te l'envoie. Toi qui m'as tant enrichi, mon Dieu, permets-moi aussi de donner à pleine main. Ma vie s'est muée en un long dialogue ininterrompu avec toi, mon Dieu.
dialogue. Quand je me tiens dans un coin du camp, les pieds plantés dans ta terre, les yeux levés vers ton ciel, j'ai le visage inondé de larmes, unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude. Lorsque le soir aussi couché, je me recueille en toi, mon Dieu, des larmes de gratitude m'inondent le visage, et c'est ma prière. Je suis très fatiguée depuis quelque temps, mais cela passera comme le reste. Je ne lutte pas avec toi, mon Dieu. Ma vie n'est qu'un long voyage avec toi. Il se peut que je ne devienne jamais la grande artiste que je voudrais être, car je suis trop bien abritée en toi, mon Dieu. Je voudrais parfois tracer à la pointe sèche de petits aphorismes et de petites histoires vibrantes d'émotions, mais le premier mot qui me vient à l'esprit, toujours le même, c'est Dieu. Et il contient tout et rend tout le reste inutile. Et toute mon énergie créatrice se convertit en dialogue intérieur avec toi. La houle de mon cœur s'est faite plus large depuis que je suis ici, plus animée et plus paisible à la fois. Et j'ai le sentiment que ma richesse intérieure s'accroît sans cesse. Ma vie est une succession de miracles intérieurs. C'est bon d'avoir quelqu'un à qui le dire. Ta photo est dans le livre d'heures de Rilke à côté de celle de Jules. Je les place sous mon oreiller avec la petite Bible. Ta lettre aux citations est arrivée, elle aussi. Continue à écrire, oui. Prends bien soin de toi, ma chérie. Etty. Je me suis posé la question sur cette parole qui est le fil directeur de ma vie. Et Dieu créa l'homme à son image. Oui, cette parole chez moi a connu une matinée difficile, que ni les mots, ni les images ne suffisent à décrire des nuits comme celle-ci. Je vous l'ai dit bien souvent. Pourtant, il me faut essayer de vous en faire un compte rendu. On se sent en permanence les yeux et les oreilles d'un pan de l'histoire juive. Il faut bien que nous nous tenions mutuellement au courant des événements qui se produisent aux quatre coins du monde. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour que, après la guerre, la mosaïque puisse se recomposer, couvrant le monde entier. Cette nuit, je vais habiller des bébés et tenter de calmer leur mère. Et c'est cela que j'appelle porter secours. Je pourrais me maudire. Nous savons très bien que nous abandonnons nos malades, nos pensionnaires sans défense à la faim, à la chaleur, au froid, au dénuement, à l'extermination. Et pourtant, nous les habillons nous-mêmes et nous les conduisons nous-mêmes jusqu'au wagon à bestiaux de bois nus. Mais que se passe-t-il donc? Quelles sont ces énigmes? De quel fatal mécanisme sommes-nous prisonniers? Nous ne pouvons nous tirer de ces contradictions en disant que nous sommes tous lâches. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas si mauvais. Nous nous trouvons ici en face de questions plus profondes. Je dois me hâter de tout noter, même en désordre, car je n'en serai plus capable, parce que je ne pourrai plus croire à la réalité de ce qui s'est passé ici. On se berçait encore tellement de l'espoir puéril que ce convoi serait annulé. Cela n'est encore jamais arrivé, mais à chaque convoi, on se reprend à l'espérer avec un optimisme indéracinable.
cette nuit, j'ai été en enfer. Je me demande ce que ce mot exprime pour vous. Je me le suis dit à moi-même, au milieu de la nuit, à haute voix, sur le ton d'une constatation objective. Voilà, c'est donc cela l'enfer. Aujourd'hui, mon cœur a connu plusieurs morts et plusieurs résurrections aussi. De minute en minute, je prends congé et me sens détaché de toute chose extérieure. Je romps les amarres qui me retiennent encore. Je hisse à bord tout ce dont je crois avoir besoin pour entreprendre le voyage. Je suis assise au bord d'un canal paisible. Mes jambes tombent le long du mur de pierre et je me demande si un jour mon cœur ne sera pas trop las et trop usé pour continuer à voler à son gré avec la liberté de l'oiseau. On prépare des biberons de lait à donner aux nourrissons dont les hurlements lamentables transpercent les murs des baraques. Vous ne pourriez pas cacher mon enfant? Je vous en prie, cachez-le, faites-le pour moi, il a une forte fièvre. Elle sanglote. Un enfant malade, il vous l'enlève et on ne le revoit plus jamais. Une femme s'avance vers elle. Mais après tout, tu n'es qu'une juive comme les autres, tu dois partir comme les autres, non? Quelques lits plus loin, j'aperçois soudain une de mes collègues. Elle s'agenouille au chevet d'une mourante qui a absorbé du poison et qui est sa mère. Dieu du ciel, que se passe-t-il ici? Que voulez-vous faire, m'écriai-je malgré moi. Je suis devant une femme des bas quartiers de Rotterdam. Elle est au 9e mois. Elle appuie son corps difforme contre le lit. Ses yeux fixent des lointains où je ne peux la suivre. Les gémissements des nouveau-nés s'enflent. Ils emplissent les moindres recoins. C'en est presque intenable. Un nom me monte aux lèvres. Erreur. Tandis que sur un brancard on porte la femme enceinte vers le train, elle ressent les premières douleurs. Je presse des tomates pour remplir des biberons destinés au voyage des bébés. Oh mon Dieu, elle aussi. C'est la petite bonne femme pétillante de vie qui ne recevait jamais de paquet et se tordait littéralement de faim sur son lit. Ainsi sommes-nous traqués à mort d'un bout à l'autre de l'Europe. Je traverse des scènes qui surgissent devant mes yeux. Je vois emporter sur un brancard un vieillard au dernier stade de la maladie qui dit son propre shem. Dire shem, c'est dire une prière pour un mourant. Il est déjà 6 heures du matin. Le train partira à 11 heures. Tout à coup, une troupe de gaillards en uniforme vert se déploie sous l'asphalte. J'observe les silhouettes et les visages. J'essaie de les considérer sans préjugés. Cette fois, l'effroi me saisit. Des trognes obtuses, méprisantes, où l'on chercherait en vain à découvrir un dernier vestige d'humanité. Les wagons à bestiaux sont désormais remplis. Dieu du ciel, et ceux-là, comment vont-ils y tenir? Pourra-t-on jamais décrire au monde extérieur tout ce qui s'est passé ici? Le monde extérieur, lorsqu'il pense à nous, ne sait rien des fossés, des abîmes, des nuances qui séparent les individus et les groupes, et ne serait peut-être même pas capable de les comprendre. Près de nous, quelques enfants écrasent leur nez au carreau. Les bétaillères se remplissent peu à peu. Le commandant est furieux. Un jeune juif a osé se sauver. Mais un juif n'a pas le droit de se sauver. Ni celui de céder à la panique. La sentence du commandant est implacable. Mais c'est ainsi. Tout le système est fondé sur le châtiment collectif. Mon Dieu, toutes ces portes vont-elles vraiment se fermer? Oui, hélas.
Toutes les portes se referment sur des grappes humaines comprimées, rejetées à l'intérieur des bétaillères. Les minces ouvertures en haut laissent apercevoir des têtes et des mains qui s'agiteront tout à l'heure lorsque le train partira. Le sifflet pousse son cri strident. Un train quitte la Hollande avec son chargement de 1020 juifs. Nous sommes quelques milliers à rester ici. 100 000 de nos frères de race ont déjà quitté la Hollande. Et s'épuisent sous des cieux inconnus ou reposent en terre inconnue. Nous ne savons rien de leur sort. C'est aussi le sort qui nous attend. Je n'en doute pas un instant. Je te dis au revoir, ma chère bonne, à une autre fois, Etty. À Christine Van Houten, mercredi 1er septembre 1943. Christine, amie chère et attentionnée, c'est à toi que j'envoie l'une des 2 cartes lettres autorisées. La famille est encore au complet, pour le moment du moins. Maman remercierait le ciel si seulement elle pouvait rester ici. Si seulement. Tous les Adélard sont partis. Peux-tu dire à Simon qu'il n'a plus besoin d'envoyer de paquets à la famille Franck? Le camp semble se vider peu à peu. Je n'ai pas grand-chose à te raconter cette fois, ma bonne. C'est un jour gris et lourd. Après cette lettre insignifiante, je te dis au revoir. À une autre fois, bon souvenir de tous. Etty. À Maria Twinsing, jeudi 2 septembre 1943. Mariette, ce mardi nous sommes passés à travers une fois de plus. Si un convoi part mardi prochain, les chances de les maintenir ici seront très minces. Ce sont ces tensions qui vous rongent le plus. Ah, Maria, l'année dernière, nous étions encore des genoux sur cette lande. Aujourd'hui, nous avons pris un peu d'âge. On est devenu un être marqué par la souffrance pour la vie. Et pourtant, cette vie, j'y reviens toujours, Maria, est étonnamment bonne. Pour peu que nous fassions en sorte que Dieu soit chez nous en de bonnes mains. Maria, peux-tu accorder à Kate un regard aimable de ma part et poser ta joue contre celle de Père Anne également en mon nom? Et veux-tu saluer mon cher bureau, le meilleur coin de cette terre, et Sweep et Whip et Edge et Franz et les autres? Je te regarde dans les yeux, ma chérie, et préfère ne plus rien dire. D'Avignon, le 8 juillet 2013, 70 ans après. Chère Etty, vous voici dans les bras de notre Seigneur si aimé de vous. Esther, fille de Judée, votre lettre jetée du train lors de votre voyage est parvenue jusqu'à nous. Les paysans l'ont trouvée par hasard, puis postée à Christine Van Houten. Chère Etty, vous que rien n'épargne et qui pourtant vouez un amour indéfectible à la vie, vous dont la foi jamais démentie en l'homme vous rapproche de l'Éternel, acceptez que Dieu ici vous donne à pleine main et répande vos lettres dans le monde entier, tel un chant d'amour, telle une incantation dans la nuit. Chère Etty, pour arriver jusqu'à vous, il n'y a pas de traverse, pas de boue, pas de barbelés, pas de soldats. Vous jaillissez du passé et volez au-dessus de nous pour continuer à nous parler. De votre mémoire vive, un pan de l'histoire défile devant nous. Nos pas s'affermissent dans vos sentiers. Le ciel est plein d'oiseaux, d'un jour d'été resplendissant. Recevez notre prière. Épistolière infatigable de la guerre immonde, merci et au revoir, Etty.
seinesgleichen, mein Kind, gefunden wird keiner nicht kennen. Auf ewige Jahren, auf Freulen und Gott, das Lampo soll leuchten, soll brennen. Ohne eures Land hat das Lampo